Quand on parle de l'esclavage en Afrique, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des navires, de la traite transatlantique. C'est presque un réflexe. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'esclavage qui existait au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Européens? Eh bien, c'est une histoire beaucoup plus complexe, pleine de nuances qu'on va décortiquer ensemble. On va essayer d'aller au-delà des stéréotypes. Et ça nous amène direct à la question centrale. Le mot esclavage, au fond, est-ce qu'il veut dire la même chose partout, tout le temps? Est-ce qu'on parle d'une seule et même réalité? Ou est-ce que derrière ce mot unique se cachent en fait des mondes, des expériences, des statuts sociaux qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres? C'est un peu le puzzle qu'on va tenter de reconstituer. Et ce qui est fou, c'est que c'est un sujet qui a été incroyablement peu étudié. L'auteur de la source qu'on explore aujourd'hui le dit très bien, on s'est tellement concentré sur la traite transatlantique, sur le rôle des Européens, qu'on a presque fini par oublier de regarder ce qui se passait à l'intérieur même du continent. C'est un peu un angle mort de l'histoire, ce qui rend l'exploration d'autant plus passionnante. Alors pour y voir plus clair, voilà le plan de route. D'abord, on va se demander pourquoi cette histoire a été si longtemps mise de côté. Ensuite, on va essayer de définir ce mot « esclavage », qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Après ça, on plongera dans les multiples facettes de la servitude. On fera un zoom sur un cas très parlant, celui des Touaregs, et on terminera avec une réflexion sur cet héritage particulièrement complexe. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi ce sujet est-il resté dans l'ombre? Pour comprendre, il faut se mettre dans la peau d'un administrateur colonial français qui arrive en Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle. Il découvre une réalité, disons, embarrassante. L'esclavage est absolument partout. Et là, pour lui, c'est un vrai casse-tête. Un énorme problème, à la fois moral, mais aussi et surtout légal. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est une petite merveille de pirouette sémantique. D'un côté, il y a le mot « esclavage ». Impossible de l'utiliser officiellement. Pourquoi? Parce que la France a aboli l'esclavage en 1848. L'admettre sur place, ce serait avouer que la mission civilisatrice est un échec. Alors de l'autre côté, on sort un mot du chapeau. Captivité. C'est malin, non? On décrit la même chose, mais en changeant l'étiquette. Ça permet de fermer les yeux, de laisser le système en place tout en sauvant les apparences. Un tour de magie purement administratif. Bon, on a vu comment le sujet a été, disons, mis sous le tapis. Maintenant, allons au cœur du réacteur. La question qui tue. C'est quoi, au juste, un esclave? Ça a l'air simple comme question, hein? En réalité, c'est un véritable casse-tête pour les anthropologues. Parce que, en fait, tous les critères qu'on pourrait imaginer, ils ne fonctionnent pas vraiment. Si on prend le statut juridique, c'est flou. Leur situation est souvent proche de celle d'autres dépendants qui ne sont pas libres. Ok. Alors la fonction économique. Le travail? Non plus. Leurs rôles sont hyper variés, bien au-delà du simple travail forcé. Bon. Et le pouvoir absolu du maître alors? Pas un bon critère non plus, parce que ce pouvoir il s'exerce aussi sur les femmes, les enfants, d'autres membres du groupe. Bref, c'est comme si on essayait de définir un éléphant en décrivant que ça trompe. On passe à côté de l'essentiel. Et c'est là que la source nous propose une approche vraiment intéressante. Et si, au lieu de voir l'esclavage comme un état figé, on le voyait comme un processus, un parcours en plusieurs étapes. La première, c'est la violence brute, la capture, on est arraché à son monde. La deuxième, c'est la désocialisation, on coupe tous les liens, la famille, le village, la culture, tout. Ensuite, si on est vendu, on devient une chose, une marchandise, c'est la réification. Et enfin, dernière étape, on est intégré dans une nouvelle société. Mais attention, intégré comme un être déraciné, sans passé, sans identité propre. Et tout ce processus aboutit à ce concept central absolument fondamental, la mort sociale. C'est une idée très forte. La personne n'est pas juste enlevée ou déplacée, non. Elle est socialement effacée, tuée symboliquement. Son ancienne vie n'existe plus. C'est comme si on avait appuyé sur « reset ». Elle devient une non-personne. Et c'est son maître qui va redéfinir entièrement son existence. C'est ça la vraie essence de l'esclavage, selon cette analyse. Ok, donc on a ce concept de mort sociale. Mais une fois que cette mort symbolique a eu lieu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nouvelle vie de la personne asservie? Eh bien, c'est là que ça devient encore plus complexe. Parce qu'il n'y a pas une seule condition d'esclave. Il y en a des dizaines. C'est un spectre immense, un véritable éventail de possibilités. Regardez un peu ces chiffres. C'est frappant. Ils montrent bien à quel point la situation pouvait être différente d'une région à l'autre. Dans la zone qu'on appelle sahélo-soudanienne, on pouvait avoir des États où, tenez-vous bien, 30, 40, voire 50% de la population était asservie. La moitié. C'est énorme. Par contre, si on descend vers le golfe de Guinée, les proportions sont beaucoup plus faibles. On est plutôt autour de 14 à 20%. Alors bien sûr, le rôle le plus répandu, le plus classique si on veut, c'était le travail de la terre ou l'élevage. Les personnes asservies étaient le véritable moteur de l'économie, la main-d'œuvre qui faisait tout tourner.
Mais il y avait aussi des destins complètement dingues. Par exemple, les esclaves soldats. C'est un paradoxe total, non? Des gens qui n'ont aucune liberté mais qui forment le cœur de l'armée, parfois même l'élite militaire. Ils pouvaient atteindre un statut et un pouvoir bien plus grand que la plupart des hommes libres. Leur avantage? Leur loyauté n'allait qu'à une seule personne, le roi. Ça en faisait les gardes du corps et les soldats les plus fiables. Et ça va même plus loin. Certains arrivaient au sommet de l'État, devenaient des conseillers, des hauts fonctionnaires, des confidents du roi. La logique est implacable. Une personne asservie n'a pas de famille, pas de clan, pas d'allégeance locale. Sa seule et unique loyauté, c'est son maître, le souverain. Qui de plus fiable pour gérer les affaires du royaume? Son destin est complètement lié à celui du pouvoir en place. Et pour ajouter une dernière couche de complexité à tout ça, le statut d'esclave n'était pas toujours une malédiction qui se transmettait pour l'éternité. Dans pas mal de sociétés, la tâche de l'origine servile pouvait s'effacer avec le temps. Au bout de, disons, 3 générations, les descendants étaient souvent considérés comme des membres à part entière de la communauté. Ce qui implique une chose importante. Pour que le système continue de fonctionner, il fallait un apport constant de nouveaux captifs. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu théorique. Alors pour rendre les choses plus concrètes, on va faire un zoom sur un cas d'étude fascinant, la société Touareg. C'est un exemple parfait pour illustrer toute cette stratification sociale. Alors comment ça s'organisait? La société Touareg traditionnelle, c'est une sorte de pyramide. Tout en haut, on a les Imagégen, c'est l'aristocratie guerrière, ceux qui détiennent le pouvoir politique et militaire. Juste en dessous, il y a les Imgad, des groupes qui sont dépendants de cette aristocratie, un peu comme des vassaux. Et tout en bas de l'échelle, on trouve les Iklans. Eux, c'est la classe servile. Ils s'occupent du travail domestique, agricole, de l'élevage, bref, de toute la production. Mais attention, même dans ce système très rigide, il y a des parcours qui défient toutes les attentes. L'histoire de Félan, qui est racontée dans la source, est incroyable. Il est capturé enfant, il a la peau noire, tout semble le destiner à rester au bas de l'échelle. Et pourtant, il devient l'un des guerriers les plus célèbres et respectés de son groupe. Son histoire est la preuve vivante que l'équation peau noire égale esclave est une simplification abusive. La réalité était bien plus nuancée. Ce graphique est super intéressant. Il montre l'impact de la géographie. Quand les Touaregs sont dans leur zone nord, plus désertique, la proportion de personnes serviles, les Iklans, reste assez faible, entre 10 et 20%. Mais regardez ce qui se passe quand ils descendent vers le sud, vers la zone soudanienne, beaucoup plus peuplée. La proportion explose. On passe à 70, 80 et parfois même 90%. C'est là qu'ils trouvaient leur principale source de main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'on pouvait sortir de cette condition? Oui, mais là encore, ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste un passage de esclave à libre. Il y avait des étapes, des statuts intermédiaires. Certains groupes, les Igawelen, avaient été libérés depuis si longtemps qu'on avait oublié comment. D'autres, les Iderfan, avaient une libération plus récente et bien documentée. Mais le point crucial, c'est que même libres, ces affranchis n'étaient pas les égaux des maîtres. Ils formaient une classe sociale à part, une sorte de zone grise où leur ancien statut était toujours présent en filigrane. Alors, on arrive à la fin de notre parcours. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de synthétiser après cette plongée dans un monde vraiment complexe. La conclusion principale, le message clé à retenir, c'est vraiment ça. Le mot esclavage est presque un faux ami. Il nous fait imaginer une seule et même chose, alors qu'en réalité, il recouvre une multitude de situations. Ce n'était pas une institution, mais un ensemble de relations de dépendance, avec des règles, des rôles et des destins qui changeaient énormément d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre. Et finalement, on va terminer sur la question que les auteurs eux-mêmes posent et qui reste en suspens. Malgré toute cette diversité qu'on vient de voir, est-ce qu'au fond, il y a quand même un noyau dur commun, un même rapport social fondamental qui se cache derrière tous ces visages? La question reste ouverte. Et c'est peut-être la meilleure conclusion possible. Une invitation à continuer de creuser, de questionner et de ne jamais se contenter des réponses simples.